Le 4 décembre 2024, un drame s'abat sur New York. Brian Thompson, le PDG d'une des plus grandes entreprises de santé privée états-unienne, se rend à une réunion de son entreprise lorsqu'il est froidement abattu en pleine rue par un jeune homme. Le nom du principal suspect fait la une des médias, Luigi Mangione. L'opinion publique du monde entier est sous le choc de cet acte d'une brutalité sans nom. Ouais. Quoi ? Ah bah mince, Libé il disait que c'était très très méchant. Comment expliquer qu'une partie de l'opinion publique accueille ainsi un acte aussi violent que l'assassinat d'un patron d'entreprise jusqu'à en faire un sujet de blague? The healthcare CEO, I mean, this is a real person, you know? But you also gotta go, you know, sometimes drug dealers get shot. Voire en traitant son responsable présumé en héros. Free Luigi Mangione, he's a hero. Public defense of the suspect has erupted online, and now we're seeing it here in Southern California. Ce qui pourrait passer pour un acte isolé ne l'est peut-être pas tant que ça. Ses racines remontent même aux origines du capitalisme industriel lui-même. Ce qui ressemble à l'initiative d'un individu radicalisé pourrait-elle, en réalité, s'inscrire dans un complot ancien menant la guerre aux grandes corporations. Une histoire faite de sociétés secrètes et d'organisations dont l'unique but serait de nuire à la liberté d'entreprendre, cherchant à instiller dans l'opinion publique la haine de la réussite. Bienvenue dans Corporate. Presque 150 ans avant le procès de Luigi Mangione s'en tenait un autre, celui d'un autre nom, non pas d'origine italienne mais irlandaise, qui passera lui aussi à la postérité, Molly Maguire. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, Molly ? Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait plutôt ? Car Molly Maguire est alors un terme générique, un genre d'identité collective pour désigner aux États-Unis des ouvriers irlandais aux méthodes violentes dirigés contre les représentants de l'entreprise, les contremaîtres, les agents de sécurité, mais aussi les briseurs de grève ou la police. On parle ici aussi d'assassinat, ainsi que de passage à tabac, et en lieu et place du message Deny, Defend, Depose de Luigi, les Mollies laissaient de petites notes fleuries de menaces, agrémentées de petits dessins explicites, des Coffin Notes. Une sorte de mix entre des CGTistes radicalisés, Action Directe et des Peaky Blinders. Et il y a même un Sherlock Holmes basé là-dessus. Le procès qui contribuera à les rendre célèbres se déroule en 1876, suite à une grève de mineurs particulièrement dure, et verra 6 Mollies condamnés à la pendaison. En réalité, tout n'est pas clair concernant les actions qui leur sont attribuées. Et pour tout vous dire, on n'est pas vraiment sûr que ces types se revendiquaient eux-mêmes des Molly Maguires. Ce qui est sûr, c'est que le terme a largement été utilisé comme homme de paille par le patronat, leurs agents et la presse à sensation. Une théorie du complot sur une conspiration de voyous irlandais conspirant au fond de pubs lugubres pour massacrer le couteau entre les dents d'honnêtes membres de la bonne bourgeoisie. Avec bien sûr un bon fond de racisme, puisque les Irlandais sont alors une classe d'immigrants pauvres, issus d'un pays colonisé et même pas considérés comme blancs. Ce narratif sera repris pour désigner un peu partout toute effusion de violence de la part d'ouvriers en colère, mais aussi toutes leurs luttes et leurs organisations ou des politiciens qui leur étaient favorables. Alors que les syndicats naissants se construisaient ouvertement contre ces modes d'action. Ils condamnaient les violences, leur préférant le rapport de force collectif, la grève et la négociation. Et ben non, ce n'était au fond que la vitrine de ces sauvages en guerre contre l'entreprise, des Molly Maguire eux aussi, comme plus tard on dira des rouges, le couteau entre les dents, puis autres judéo-bolcheviques ou islamo-gauchistes, black bloc, antifa d'ultra turbo-gauche, mais préférant les cocktails Guinness Bushmills au Molotov. Des actes violents bien réels servaient de toile de fond à cette terreur patronale et s'inscrivaient dans la logique de ce qu'on appelle la justice rétributive. Une forme de violence collective ayant pour but de redresser les torts d'un ordre social perçu comme mauvais. La figure du Molly Maguire a ainsi, comme celle de Luigi, été comparée à une forme de vigilantisme. Des justiciers vengeurs usant de méthodes expéditives. C'est des punishers de la lutte de classe, quoi. Pour expliquer les apparitions de ce mode opératoire, il faut encore une fois comprendre les racines de ce capitalisme industriel. Reprenons la success story de notre entrepreneur préféré, le Major Cruster. Parti de rien pour fonder un empire de petits gâteaux apéro. Si savoureux, bien qu'un peu étouffe chrétien. Devenu aujourd'hui l'un des titans de l'industrie agroalimentaire, sur quoi se fonde cette origin story comme celle de tant d'autres géants économiques? Eh bien, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, les innovations techniques de la révolution industrielle permettent une concentration et une mécanisation sans précédent. On passe alors de petites unités de production éparpillées localement à de grosses unités nécessitant un apport constant de matières premières, mais aussi de main-d'œuvre. Ce besoin massif en travailleurs va siphonner les campagnes. C'est
l'exode rural. Et nos usines cluster en sont une illustration poussée à l'extrême, puisque le développement industriel des États-Unis va carrément faire venir sa main-d'œuvre par millions des campagnes, mais de l'autre côté des océans. Car comme on en a déjà parlé, la terre des opportunités se construit sur des territoires et des ressources à perte de vue, arrachés de force aux natifs américains. Après le développement agricole du Sud, reposant sur la déportation de masse du main-d'œuvre africaine, c'est au tour du Nord industriel, vainqueur de la guerre de sécession, d'imposer un nouveau modèle. Conseil aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient réussir, si vous voulez vous inspirer de la success story des pionniers de l'American Dream, il vous faut certes un mindset de winner, un CV original et une vision disruptive, mais c'est quand même mieux avec un génocide, l'esclavage et puis l'exploitation salariale sans pitié de masses déshumanisées. Être patron d'entreprise, il faut que je vous le dise, c'est aussi avoir du cœur et savoir gagner. Bref, cette classe ouvrière naît de l'exode massif de ruraux venus gagner leur croûte en fuyant famine et persécution. Donc, des employés modèles par millions. Et ça, c'est déjà très violent. Très rentable. Non mais quand même, imaginez, le gars il a quitté son petit village à côté d'Athénry pour échapper à la faim et traverser l'Atlantique dans une cale pleine de rats. Il se retrouve à se faire fliquer sa cadence de travail par une brute, 15 heures par jour dans une usine pour 3 kopecks de l'heure, avant de rentrer dormir à 12 dans un clapier avec dans le bide une soupe coupée à la sueur, et tout ça pour que le Major Custer fasse des trous dans sa chemise de soie avec ses cendres de cigares. Ajoutez à ça le bruit des machines et l'odeur des chaudrons, le travailleur irlandais il devient fou. Il devient le Joker. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? Ou plutôt il devient le Molly Maguire. Mais d'où ça vient ce nom, Molly Maguire? Alors, faut bien avoir en tête que ce mode d'organisation de la production, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, et tout est à réinventer. Car en s'extrayant de leur campagne, ils ont été coupés des modes d'organisation, des structures collectives et de la solidarité traditionnelle locale. Du coup, les gars, ils réagissent à ce nouveau contexte avec le logiciel qu'ils ont apporté de leur campagne profonde. Et dans les campagnes irlandaises, Molly Maguire, c'est une figure un peu mythique de femme qui allait protester auprès des grands propriétaires terriens au nom des petits paysans. C'est donc le nom que se sont choisis à partir du XVIIIe siècle des sociétés secrètes. Ah, un complot! Je le savais. Ouais, sauf que, remettons encore une fois dans le contexte. Avant la fin du 19e, il n'y a pas à proprement parler d'organisation de travailleurs, de syndicats ou même de partis. L'autorisation des syndicats en France, c'est la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Et la liberté d'association, comme vous le savez quand vous en déposez une à la PREF, c'est 1901. Donc les gens qui veulent s'organiser, ils font des bandes, des clubs ou des sociétés clandestines. Surtout que, faute de recours légaux, ils font autrement. On a donc ces groupes plus ou moins organisés, plus ou moins formels de travailleurs agricoles qui se donnent ce nom féminin pour se livrer à des actions assez énergiques. Comme par exemple se déguiser en femme pour faire appel à la générosité des propriétaires terriens. Et s'ils obtenaient pas assez, ils pillaient l'endroit et prévenaient que la prochaine fois, il faudrait être plus généreux. Sinon, conséquence. C'est vous qui voyez. Ah non, bah c'est pas moi qui vois. Il y en a qui ont essayé. Oui, non mais d'accord. Ils ont eu des problèmes. Dans le contexte tout neuf de l'industrialisation, faute d'autres modes d'organisation et de débouchés face à ces nouvelles violences de l'exploitation, on va donc observer ces formes d'action violentes. Des formes d'action qu'on pourrait qualifier paradoxalement d'assez viriles, voire virilistes, malgré le choix d'un surnom féminin et le recours parfois au travestissement. Car il faut noter qu'elles proviennent de masses exilées alors très largement composées d'hommes, et renvoient aussi à l'affirmation contre une oppression de classe de masculinité dite marginale des classes populaires, ce qui joue aussi dans leur diabolisation, les fantasmant comme des bandes aux comportements nécessairement violents et prédateurs. Mais résumons, pas de droit du travail, de régulation ou d'autres formes d'organisation que l'entreprise, à la porte de laquelle s'arrête, comme disait Jaurès, la démocratie. Ah, si, il y a le droit sacré à la propriété. Mais si t'as pas de propriété, t'as qu'à vendre ta force de travail dans les conditions qu'on te donne et au prix où on voudra bien te la payer, histoire que tu sois quand même en état de revenir bosser le lendemain. Oui, encore, à la limite, on trouvera bien quelqu'un pour te remplacer. Gros turnover, certes, mais business model en acier trempé. Sauf que, il y a une faille dans le plan. Ah. Regarde, t'as pu concentrer toute ta production. Ouais. T'as pu diviser le travail en tâches répétitives réalisables par des individus remplaçables. Ouais. T'as fait venir des masses de travailleurs coupés de leur milieu, totalement isolés, totalement dépendants de ce travail pour leur survie. Ouais. Au même endroit. Tu vois le... Ah merde! Ah oui, non mais d'accord, ok. Oui, d'accord. Au bout d'un moment, tous ces gens qui vivent et travaillent ensemble pour le même patron, dans les mêmes conditions, ils vont se parler. Ah, les bâtards, ils vont comploter.
Oui, ils vont recréer des formes d'organisation, d'action et de solidarité adaptées à ce nouveau mode de production. Faute d'institutions en place, ils vont créer les leurs, des caisses de retraite pour s'occuper des anciens, d'entraide pour les enfants, de chômage, de santé, des mutuelles, pour que s'il y en a un qui se pète la guibole, ils finissent pas par crever de faim. Un autre truc qui va se développer à l'époque et qui va particulièrement intéresser nos canuts, ce sont les associations. Plus précisément, les sociétés de secours mutuels. Des associations dont les membres versent des cotisations qui sont redistribuées en cas de chômage, de maladie, de retraite ou de grève. C'est un premier pas vers les mutuelles et la sécurité sociale. Et tenez, pour les jeunes qui débarquent sur un marché de travail très compétitif, petit tuto pour bien négocier son salaire. Oubliez les conseils du style chemise repassée mais décontractée, cravate avec une touche de fantaisie ou CV vidéo disruptif. Non, faisons comme les entrepreneurs, inspirons-nous des pionniers. Alors, le problème, c'est que ces gens vont se rendre compte que, évidemment, s'il y en a un qui gueule un peu trop fort, il va finir à la rue, remplacé par un autre plus docile. Mais s'ils gueulent tous ensemble. Parce que, en fait, figurez-vous qu'il y a un phénomène physique assez étonnant, alors, qui est rarement mentionné dans les livres de management. Mais en fait, s'il y en a un qui arrête de bosser, tant pis pour lui. Mais par contre, s'ils arrêtent tous en même temps, eh ben les petits gâteaux, ils arrêtent de sortir de l'usine. C'est pas vrai. Eh ben si, Jamy. Parce que comme le disait Marx, pas de bras, et ben pas de chocolat. C'est là où on voit apparaître les premières formes d'associations ouvrières, de mutuelles, de proto-syndicats, avec des trucs comme les Knights of Labour, les chevaliers du travail, ce qui, désolé les camarades, mais a quand même vachement plus de gueule que SNES FSU. Les gens commencent alors à obtenir des droits, des réglementations, des conventions collectives, voire même à vouloir faire passer des lois. C'est bien du coup, non ? Non, bah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, non, je veux dire, vraiment, moi j'ai compris, je voulais pas d'une certaine façon, mais c'est pas... Non. Bah non, c'est chiant, parce que tout ce que le travail obtient, il le prend au capital. Alors oui, d'accord, si t'es un travailleur, c'est bien, mais les capitalistes, vous y avez pensé aux capitalistes? Mais non, parce que vous pensez qu'à vos petites gueules. Si, du coup, les contremaîtres, la menace du chômage ou le chantage au salaire, ça marche plus aussi bien, il leur reste quoi aux capitalistes? C'est là où entre en jeu une entreprise innovante, aux méthodes disruptives et au modèle économique prometteur. Souvenez-vous dans les épisodes précédents. Previously on AMC's The Walking Dead. Le Major Cruster a fait ses petites affaires avec l'armée pendant la guerre de sécession et les guerres indiennes. Or, une fois la victoire assurée, il faut bien garantir l'ordre dans le sud et le célèbre Far West. Ça tombe bien puisqu'on se retrouve avec une masse de types démobilisés qui ont désormais sur leur CV l'usage des armes à feu et une immersion professionnelle conséquente dans le massacre de natifs. Il est temps de valoriser cette expérience et ce savoir-faire, comme l'aura bien compris Alan Pinkerton avec sa célèbre agence, sur le papier, de détectives. Les Pinkerton, comme les Molly Maguire, vous les avez sans doute déjà croisés sans le savoir, tant ils ont fait leur chemin dans l'imaginaire états-unien grâce au récit de leurs exploits qui assuraient leur publicité. Véritable armée privée, ils ont forgé leur légende en assurant des tâches prestigieuses comme la sécurité du président Lincoln. Ouais, pas une grande réussite ça, hein. Ou la poursuite de grands noms du Far West comme le célèbre Jesse James. Ouais, petit fiasco aussi, qui a un peu écorné leur image, puisque comme vous le savez, il a été assassiné par le lâche Rutherford. Mais aussi en devenant le bras armé du patronat. Menaces et intimidations d'ouvriers, arrestations, passage à tabac, voire assassinat pur et simple de leaders syndicaux, brisage de grève dans le sang, les Pinkerton et autres milices privées étaient les vigilantes du capital, comme les Molly Maguires étaient ceux du prolétariat. En gros, la technique ancestrale dite de « je vais en prendre un pour taper sur l'autre », ou comme une citation attribuée à l'homme d'affaires Jay Gould, embaucher une moitié de la classe ouvrière pour tuer l'autre moitié. Revenons au fameux procès de nos Mollys. Ce dernier se déroule suite à l'écrasement d'une grève par la force et la décapitation des organisations ouvrières, ainsi que par l'infiltration des dits Molly Maguire par un Pinkerton à la solde du patronat local et dénonçant les ouvriers cherchant à se venger. Le gouvernement laisse alors non seulement les fonctions de police à ses agents privés, dans un genre de délégation de service public, du monopole de la violence légitime, mais aussi la justice elle-même organisée par ce même patronat. Outre la pendaison des condamnés, le procès servira à réprimer toute tentative d'organisation ou de lutte associée dans le narratif patronal, repris par la presse, aux fiefés Molly Maguires. Dès les origines du capitalisme industriel, les grandes entreprises ont saisi l'enjeu de neutraliser l'organisation du travail hors de ses propres institutions. Et cette lutte a pu prendre la forme d'une véritable guerre ouverte où, faute de débouchés organisés, une justice rétributive devient la seule réponse à la violence imposée d'en haut. Tenez, est-ce que vous savez pourquoi on défile le 1er mai? Eh bien, le 1er mai 1886 à Chicago, dans un contexte de montée des revendications ouvrières, mais aussi de la répression à leur encontre, a eu lieu un grand rassemblement, d'abord pacifique.
alors que la police débarque en nombre, une bombe artisanale, dont on ignore encore à ce jour qui l'a lancée. Une bombe artisanale pète, tuant un policier et en blessant d'autres. Il tire alors dans la foule qui leur répond. Bilan, 11 morts. S'ensuivit une grande répression antisyndicale et une première campagne de Red Scare, la peur des rouges, autour d'un procès où 7 furent condamnés à mort sous le prétexte d'un complot anarchiste. Dont aucun n'est pourtant le lanceur de la bombe. Un s'est suicidé et 4 autres furent effectivement pendus, refusant d'implorer la clémence au motif qu'ils étaient tout simplement innocents. Ah oui, c'est sûr que c'était pas l'ambiance merguez et camions sonos de la CGT, hein. Mais il faut dire aussi que c'était la fin du 19e dans un pays d'accros de la gâchette. Oui, enfin, ces phénomènes ont aussi existé en France. Tenez, un 1er mai à nous a donné lieu à la célèbre fusillade de Fourmi avec le médiatique procès de Culline et de Lafargue, le gendre de Marx, comme agitateur. Ou encore, vous connaissez Germinal. Si pas le livre, le film avec Renault. Ou par le 36-15 au pire. Salaud! Germinal s'est en partie inspiré de la grève de Decazeville, où face au refus du gestionnaire de la mine d'écouter les revendications des mineurs, ils l'ont Luigi par la fenêtre. Bien sûr, on a depuis connu des périodes de compromis entre les organisations de travailleurs et du patronat, suite à la crise de 29 ou après la Seconde Guerre mondiale par exemple. Des périodes marquées par des stratégies de lutte plus structurées, plus pacifiques et la conquête de nombreux acquis. Tout comme en face des stratégies antisyndicales moins violentes comme la création de syndicats maison dits jaunes. Par opposition au rouge. Des discours de dialogue social ou un capitalisme plus paternaliste façon Ford. Oui, enfin, qui reposait tout de même sur un contrôle étroit de la vie de ses employés, une mainmise sur les services qu'ils consommaient et pour la suite pouvoir raboter les salaires à l'envi. Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, à la fin de l'année, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. Mais justement, dès que le contexte socio-économique ne permet plus ce compromis, on revient à l'affrontement direct. C'est ce qui s'est passé dans les années 70 où des boîtes comme Peugeot, traumatisées par les grands mouvements de grève et de quasi-insurrection de 68 dans les usines de Saint-Étienne et Sochaux, ils ont carrément fait appel à des agences de sécurité formées par des officiers et militaires qui s'étaient fait la main, comme d'hab, dans la répression coloniale en Algérie ou en Indochine. On agitait alors le spectre des gauchistes pour discréditer les syndicats. C'est dans ce même contexte que sont réapparues des formes d'action directe, comme l'organisation du même nom, avec assassinat de grands patrons. Ils ont même fait rentrer dans la boîte des types qui touchaient un double salaire. Un d'ouvriers spécialisés et un autre de mercenaires. Et c'est qu'une des techniques ayant été expérimentées par l'industrie automobile dans les années 70. Ah mais tu sais pas, on m'a recommandé des groupes d'intervention sur gens de confiance. Des gens comme ça. Mais non. Et ils ont même un petit local dans le 15e, ultra charmant, pour stocker les matraques. Ah mais moi tu sais, j'ai préféré internaliser le service d'ordre. On leur a même trouvé un petit surnom. Ouais. Les chaussettes à clous. Oh, j'adore. Excellent. Excellent. Ces espèces de milices patronales avaient des techniques tellement mafieuses qu'à certains endroits, elles sont considérées comme à l'origine du grand banditisme. Mais ouais, mais tant qu'à avoir un réseau organisé de gros bras qui campent dans le coin, autant diversifier ses activités avec du racket, des braquages ou du proxénétisme. Voilà, ça, c'était des gars toujours sur la brèche. Eux, ils avaient l'esprit d'entreprendre. Et vous avez peut-être remarqué au détour d'un film ou d'une série ricaine, un truc très spécifique à leur culture. C'est le lien souvent fait entre les syndicats et la mafia. Alors, notamment irlandais, mais pas que. Et faut pas croire qu'aujourd'hui, les Pinkerton ont disparu. Ça aussi, ça vient de cette histoire. Parce que, voyez-vous, faire appel à des gros bras de la mafia pour réprimer les mouvements et intimider les syndicats, c'est un grand classique des patronats un peu partout dans le monde. Du coup, face à ça, les organisations ouvrières ont répondu avec des méthodes similaires, voire en se liant à d'autres mafias, parfois sur des critères communautaires. We need help, babe. Without it, we ain't got a union. We can do it. We need push. And how are we gonna know? Know what? The difference What difference? between them and us. Lorsque les moyens organisés sont rendus impuissants à répondre à la violence imposée par l'entreprise, on constate le retour de formes qu'on pourrait qualifier de Molly Maguireisme de basse intensité. Et avec ça en tête, souvenez-vous de la réaction des médias pour une préfecture saccagée ou une chemise de DRH arrachée. Tous membres de la CGT sont poursuivis pour violence volontaire aggravée. Ils risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. On vous renvoie également à notre vidéo sur ma chaîne qui parle de l'épidémie de workplace shootings aux États-Unis. Selon la thèse avancée par le journaliste Mark Ames dans son livre Going Postal, ces fusillades où des employés se retournent contre leur entreprise en tuant froidement leurs collègues ne sont pas l'œuvre de fous ayant pété les plombs, mais le symptôme d'un profond désespoir dans une Amérique où les organisations de travail ont été démantelées. Surtout, il y a un petit détail qu'il faudrait pas oublier et qui s'appelle le reste du monde. Puisque, là encore, les
l'évolution du modèle productif permis par les innovations techniques de la mondialisation permet un truc super. Mettre les travailleurs du monde entier en concurrence en délocalisant la production dans des pays à main-d'œuvre à bas coût. À bas coût, notamment parce qu'on peut y faire disparaître les leaders syndicaux, tirer sur les grévistes et se payer des petits Pinkerton locaux. Des contextes où on retrouve en miroir des formes de justice rétributive. Pendant qu'en Europe, c'est non seulement leurs organisations, mais la classe ouvrière elle-même qui a été démantelée. D'une part du fait de l'automatisation, de ces délocalisations, mais aussi de la division en plus petites unités spécialisées. Quand on peut pas les remplacer par des machines ou se passer de la concentration industrielle, on les précarise. Le turnover devient alors le meilleur outil de la fragilisation du corps salarial associé à l'emploi intérimaire. Et aujourd'hui, pourquoi pas des gens au RSA qui ne feront que 15 heures dans l'entreprise. Il y a une forme de bénévolat déguisé derrière ces 15 heures d'activité. Il y a quelques associations qui dénoncent et qui spéculent énormément. Va te syndiquer et t'organiser quand t'as même pas le temps de retenir le prénom de tes collègues au travail. Cet enjeu de lutte, si vous ne l'avez pas en tête, croyez bien que les grandes corporations, elles en ont bien conscience. Même quand ça prend la forme de spots bien ringards, bien cogipes, dont le visionnage est imposé aux employés. All unions work at is taking a cut out of my pay. Yeah, take your money and spend it to help in political campaigns. You know, where I worked, union rules made it so we couldn't even rush a shipment. And we kept on losing customers and money till the truck line shut down. Vous imaginez rien que ça en France? Le lendemain, Sophie Binet, elle débarque direct avec une batte de baseball. C'est que des entreprises comme Walmart, elles peuvent pas tout délocaliser dans une junte militaire. Faut bien qu'elles aient leurs énormes magasins et leurs énormes entrepôts pleins d'employés sur place. C'est pas pour rien qu'Amazon a dépensé 12 millions en 2022. Combien? Rien qu'en consultant pour lutter contre les syndicats, sans parler des budgets de lobbying auprès des pouvoirs publics. Mais attends, parce qu'il y a un truc que je comprends pas là. Quoi? Au lieu de foutre tout le pognon là-dedans, oui. Pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent pas directement pour satisfaire les revendications des employés? Toi, ouais, t'as pas le bon mindset. Ah merde. Gauchiste. Figure-toi que ça a aussi étonné le type de la société de sécurité privée qui comprenait pas dans les années 70 pourquoi Peugeot était prêt à lui filer autant de pognon. Réponse d'Henri Desté, le directeur général du personnel, la grève des pistoleurs, c'est les gens qui peignent les bagnoles, nous a coûté environ 1 milliard ancien par jour. Alors je vois, ouais. Do you know how much money you're gonna lose in a strike? Avec tout ça en tête, la violence du crime attribuée à Luigi Mangione apparaît moins comme un acte isolé. Tout comme l'opposition entre les condamnations médiatiques et l'enthousiasme d'une partie du public. Tout ça s'inscrit dans un contexte et une histoire. Contexte historique où les organisations et structures de solidarité collective, comme les syndicats et la sécurité sociale, ont été toujours plus détruites, laissant les individus isolés, sans débouché ou recours, face à la violence du capital. Ce qui est d'autant plus vrai dans le cas des mal nommées mutuelles de santé états-uniennes, laissées entièrement aux mains de l'arbitraire du privé. Contrairement aux Mollies, Luigi n'est pas un ouvrier, il vient même d'un milieu privilégié. Et pourtant, lui-même s'est retrouvé face à cette violence. Ce message laissé sur les douilles, depuis devenu un slogan, Deny, Defend, Depose, fait référence à Delay, Deny, Defend. Retarder, refuser, défendre. Qui résume la stratégie de la bureaucratie des compagnies d'assurance privées pour refuser un maximum les remboursements de soins. Depuis cette affaire, nombre de personnes font éclater au grand jour la violence des injustices qu'ils ont vécues, impuissants face à ce système. Des vécus individuels qui témoignent d'une réalité collective si brutale que celles et ceux qui ont été confrontés peinent à avoir de la compassion pour un de leurs responsables. Et peuvent aller jusqu'à voir dans cet acte celui d'un héros, un justicier au sourire ravageur et aux abdos d'acier, venu les venger faute de solution à leurs problèmes. Si on ne peut pas protéger la Terre, je peux vous jurer qu'on la vengera. En face, les médias, les pouvoirs publics et les grandes entreprises sortent les rames. Tant la violence pourtant extrême d'un assassinat peine à cacher la forêt de celles d'incalculables vies prises par le système qu'il représentait. Une fois détruites toutes les solutions collectives, vous aurez les mains libres. Mais malheureusement, vous aurez des Mollies, vous aurez des Luigi. Et n'oubliez pas que quand le capitalisme s'est senti trop menacé, il a aussi sorti de sa manche son propre joker qui lui permet de déchaîner toute sa violence et qui s'appelle le fascisme. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Comme vous l'aurez compris, pour résister, on a besoin d'organisations collectives et au moment où la mainmise du capital sur les médias se fait de plus en plus forte, on a besoin de médias indépendants. Donc on compte également sur la force du nombre, alors n'hésitez pas à donner à Blast, le lien est en description. Vachement plus de gueule que SNES FSU. Balle perdue pour les profs. T'as pu concentrer toute ta production. Ouais. Être patron d'entreprise, il faut que je vous le dise, c'est aussi avoir du cœur et savoir gagner. Hier les
les jeunes vers des terres lointaines, le sourire aux lèvres et l'âme sereine, avec courage vers d'autres.